Bonsoir et bienvenue sur la Dan Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. L'Afrique du Sud est en deuil. Winnie Mandela, une icône de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, est morte. Alors, au cours de cette émission, cela vaut la peine. Nous allons dédier cette émission à cette grande dame combattante pour la liberté des communautés noires, ou tout au moins des Noirs, en Afrique et dans le monde. Rebonsoir donc à tous et bienvenue. Au cours de cette édition, on va explorer aussi le transport aérien en Afrique qui patine pour aller du Nigeria ou du Sénégal au Cameroun. Il y a beaucoup de contours, parfois injustifiables, qu'il faut traverser. Et du coup, on se demande, on se pose la question, l'Afrique qui va vers l'émergence, peut-elle s'offrir cette émergence avec ses conditions de transport aérien déjà et peut-être d'autres niveaux de transport qui ne sont pas viables. Et pour en parler du transport aérien, sur ce plateau, nous avons invité un expert syndicaliste connu mondialement et même au Cameroun, Eyango John, je crois que c'est ça. Oui. Bon, oui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste, monsieur Fietouni. Oui. Merci pour votre invitation. Je tâcherai de vous être éclairer l'antenne que vous voulez me confier. Tout à fait. Nous sommes là dans le secteur du transport aérien où, en réalité, on ne vous présente plus. On vous connaît au Cameroun, on connaît même votre expertise au plan mondial. Vous avez un syndicat. Mais avant d'arriver là, on va quand même entrer. Il y a une tristesse un peu en Afrique. En ce début d'après-midi, Winnie Mandela, elle est morte. Vous êtes au courant? Oui, je l'ai appris par les... Je suis aussi quand même quelqu'un de mon monde. Ouais. Donc je suis sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ce sont eux qui m'ont informé rapidement du décès de cette dame. Écoutez, tout décès est triste. Ouais. Quelqu'un a dit dans le passé que tout décès me diminue puisque je suis membre de la destinée humaine. Maintenant, qui décède? Quelqu'un qui a lutté pour que les gens vivent bien. Voilà. Lorsque quelqu'un qui a lutté pour que les gens vivent bien perd la vie, alors cette perte de vie a encore un choc différent des autres décès. Les décès, tout comme les vies, ne se ressemblent pas. Le décès de Winnie Mandela provoque un choc. On peut lui reprocher ce qu'on veut de la manière dont elle s'est battue, qui a peut-être amené la séparation avec, mais elle a fait ce qu'on appelle l'engagement. Ouais. Et ce qui nous manque le plus et qui nous tue le plus en Afrique noire, c'est l'engagement. C'est quelqu'un avait parlé de l'incapacité anthropologique des gens à anticiper sur les conséquences du non-engagement. C'est sérieux ce que vous dites. Nous subissons beaucoup de choses du fait de notre non-engagement. Ouais. En fait, tout vient de là. Quel que soit le quotient intellectuel, quel que soit le niveau de ce que vous aurez, si vous n'avez pas le caractère qui vous permet de vous engager, vous n'atteindrez pas le but même de ce que vous aurez appris. Winnie Mandela s'est engagée. C'est une femme engagée dans une lutte pour l'émancipation des gens de sa race, pour la cohabitation, ce qu'on appelle maintenant pour vivre ensemble. Tout à fait. Elle ne disait pas que l'on chasse le blanc. Tout à fait. Elle disait juste que l'on vive ensemble également, en droit, également en tout. Elle s'est engagée, elle a sacrifié une bonne partie, ce n'est pas en fait tout l'essentiel de sa vie, ce commun. Et je répète, c'est quelqu'un qui lutte pour le bien-être, perd la vie. Eh bien, ce décès a un autre choc. Un autre choc, c'est pour ça que nous avons dédié cette émission à cette grande dame, et surtout c'est une dame, une africaine valeureuse qui a combattu jusqu'au bout pour la liberté des communautés d'Afrique, des communautés noires d'Afrique. Aussi, nous sommes dans le monde ce jour, dans le transport aérien. Je ne veux pas faire une mauvaise publicité, mais vous avez quand même l'information. Demain en France, le ciel ne sera pas rose. Oui. Nous, notre syndicat, notre confédération, la CSTC, qui est la plus puissante du Cameroun, et mon syndicat particulièrement, nous sommes au courant jour après jour de tout ce qui se passe dans le transport aérien. Ouais. Donc, dans le cadre de cette information, nous sommes informés que Air France, qui a des soubresauts sociaux depuis, va entrer en grève finalement dans les heures qui suivent.
Peut-être demain. Et toujours en France, il y a une autre grève de métro de SNCF, qui les transports ferroviaires. Mais celle-là, il pourrait mettre 3 mois. Est-ce que ça va tenir ça? Vous les syndicalistes, à un moment donné, vous voulez souvent paralyser la société. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Allez-y. Je ne veux pas dire, je ne veux pas déplaire à un pays ou quoi que ce soit. Je vais vous dire, les syndicalistes, le syndicalisme, il y a 2 manières de savoir qu'un pays n'est pas assez syndicalisé. Vous savez, la première manière, quand il y a beaucoup de grèves. Quand il y a beaucoup vous êtes surpris. Dans les pays, dans les sociétés bien syndicalisées, vous entendrez très très peu de remous sociaux. Dites-vous, le syndicaliste américain n'est pas un homme doux, n'est pas tendre. Vous avez entendu des grèves en Amérique? Non. En Angleterre, en Allemagne, dans les pays nordiques, en Europe, Suède, Danemark, vous n'entendrez pas. Pourquoi? Parce que les syndicats sont... Parce que... La société est mieux syndicalisée. Oui. La société, l'État est très syndicalisé. C'est-à-dire que les travailleurs, n'est-ce pas, dans un secteur qui se crée en association, sont consultés en amont de certaines décisions. Ils font ce qu'on appelle du management. Un terme qui n'existe pas en français. Ils font du management. Ils sont consultés en amont. Donc ils font partie de la chaîne de prise de décision. Ce qui fait que ils ne peuvent pas aller par la suite dans l'application lutter contre leurs propres décisions. Ah, donc c'est une méthode participative qui a cours dans tous ces pays. Vous avez entendu dernièrement en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, un président d'une grande centrale syndicale qui a décidé de ne plus conseiller Donald Trump. Oui, il a démissionné. Il a dit, non, il n'était pas membre de son... Il a dit, je ne le conseille plus. C'est-à-dire qu'un syndicaliste, un président du syndicat, dans sa fonction, dans sa mission, peut et doit conseiller les dirigeants. C'est un partenaire, ce n'est pas un adversaire. Il ne faut pas confondre. Maintenant, lorsque ce partenariat social n'a pas marché, alors vous arrivez à ce que vous voyez régulièrement en France. Vous êtes en train de nous dire que la société française n'est pas mieux syndicalisée. La France est syndicalisée à moins de 10% de ses travailleurs. Moins de 10%. Précisément, d'après les chiffres qui ont été vrais pendant plus de 10 ans, 8%. Ça vous montre. C'est très peu. Et les remous sociaux que vous voyez là-bas régulièrement sont révélateurs, plus qu'indicateurs, de ce que cette syndicalisation n'est pas encore entrée dans la tradition de ce pays-là. Et pourquoi les grèves... Alors vous entendez, comme c'est un État quand même démocratique, les gens ont le droit de manifester, de faire des grèves, eh bien, ils font donc se valoir ce droit à la grève et ainsi de suite. Mais à la base, il se serait bien que ce pays imite les autres faces du vrai syndicalisme. Merci bien. On voit régulièrement des grèves. Là, nous sommes en Afrique. Bon, ça prospère pas beaucoup, mais c'est pourquoi la société est mieux syndicalisée. Non, justement, c'est ce que j'allais dire. L'autre deuxième point. Allez-y. L'autre deuxième point, c'est quand justement il n'y a pas, vous n'entendez pas parler des syndicats du tout. L'autre deuxième révélateur ou indicateur, n'est-ce pas, de la non-syndicalisation ou de la sous-syndicalisation d'un pays. Il n'y a pas de remous du tout. Vous n'entendrez pas. Là où vous, en Amérique, par exemple, vous n'entendez pas les syndicats. Il n'y a pas de remous, mais ils bougent. Ils contribuent à la législation du travail, ils contribuent à beaucoup de choses. Dans nos pays, ils ne contribuent à rien. Ils sont là pour faire de la figuration. Parce que le pays veut... Là, vous parlez de vous-même. Oui, oui. Et celui qui veut donc faire du syndicalisme comme moi de la CSTC, eh bien, vous aurez de sérieux problèmes. Merci. En tout cas, vous n'êtes pas venu sur ce plateau pour des problèmes. Pas du tout. Vous êtes venu pour des solutions. Pas du tout. Je suis venu pour aider les journalistes qui sont un soutien des syndicats et de tous ceux qui veulent que nos choses marchent, pour parler simplement.
Merci bien. Alors, on va entrer dans cette émission qui, en principe, est une émission qui va ouvrir à une série d'autres émissions. C'est les questions d'aller en profondeur du transport aérien avec un point focal au Cameroun, avec cette compagnie aérienne Camer qui a été créée un jour, qui a fait une histoire, une évolution et qui est devenue aujourd'hui Camerco. Mais pour entrer dans cette affaire, on entre avec une grande problématique donc sur le transport aérien en Afrique. Et je vais vous proposer ce reportage parce que en réalité, il y a beaucoup de choses. Vous avez parlé en coulisses tout à l'heure du fait que le niveau économique est faible. Mais à un moment donné, on a vu l'Afrique classée battre un record sur les listes noires. On prend ce reportage, on va en débattre tout de suite. Le bilan de la catastrophe aérienne a été revu à la hausse en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'une des compagnies aériennes qui figurent sur la liste noire de l'Union européenne. On dénombre 74 morts. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Martin Vachiri. Ils sont sous le choc, blessés, désemparés, mais vivants. Les survivants du terrible accident d'avion de Kisangani sont accueillis sur le tarmac de l'aéroport de Kinshasa par leurs familles et par des officiels du gouvernement congolais. Beaucoup ont perdu des proches dans ce crash. Leur détresse est difficilement descriptible. Nous n'avons plus aucune joie. Il n'y a vraiment plus rien à dire. Nous avons perdu un être cher et il n'y a plus de joie dans nos cœurs. Vendredi, 15 h, l'avion vient de s'écraser. Des flammes s'échappent encore de ce Boeing 727 alors que les secouristes tentent par tous les moyens de venir en aide aux rescapés. Sur place, une vingtaine de militaires belges d'une mission de l'ONU participent aux opérations. Ils parviennent à extraire 15 des 44 survivants du fuselage. À bord de l'avion, 118 personnes, 74 d'entre elles ont péri dans l'accident. L'appareil volait en pleine tempête sous une forte pluie. Il s'écrase en forêt à 300 mètres de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Kisangani. Les circonstances exactes du drame restent floues, mais il est probable que les conditions météorologiques particulièrement difficiles soient en cause. Ce vol de la compagnie Ewabora assure la liaison régulière Kinshasa-Kisangani-Goma, une entreprise sur la liste noire de l'Union européenne en matière de sécurité aérienne. Alors, c'est un peu triste, hein? Vraiment triste. C'est le transport aérien, on va en parler. On va en parler, on doit en parler. Alors, on entre par cette porte-là. Qu'est-ce qu'on entend par être classé sur la liste noire de l'Union européenne dans ce champ du transport aérien? Oui, vous savez, ça ne sert à rien d'avoir de beaux sièges, de très très belles cabines si vous n'avez pas la sécurité. La sécurité, c'est la première chose que je ne veux pas disserter sur la sécurité ici, mais en transport aérien, comme en beaucoup de choses, la sécurité est une condition à remplir pour exercer. Et c'est tout un dispositif. Si vous n'avez pas des bases de maintenance solides, du personnel bien formé, et ainsi de suite, bref, tout ce dispositif, vous ne pouvez pas exercer. Si on vous fait délivrer un CT, un certificat de transporteur aérien, alors qu'on n'avait pas, vous n'appliquez pas les conditions, voilà les conséquences. Quelqu'un avait écrit un jour, il était toujours en français d'ailleurs, il avait appelé ça le triste prix du bricolage pendant le transport aérien en Afrique. Il tirait la sonnette d'alarme pour dire aux transporteurs africains, faites attention, vous allez bientôt ne plus pouvoir être reçu nulle part à cause de bricolage. Oui, du bricolage dans la maintenance de vos avions. Les pays africains ont cru qu'il suffisait d'avoir un peu d'argent pour acheter un avion, former rapidement quelques personnes, puis on démarrait. Donc le transport aérien, c'est pas ça. Ah, le transport aérien, c'est pas ça. Non. C'est tout autre chose. Le transport aérien, c'est la sécurité, numéro 1. La sécurité. Comme on dira beaucoup de choses. Monsieur Etoundi, monsieur journaliste. Vous savez pourquoi vous êtes venu là? Vous êtes venu ici parce qu'il y a la sécurité.
vous êtes certain, en partant de chez vous, que vous arriverez ici. Sinon, vous ne serez pas sorti de chez vous. Vous êtes assis là, sur cette chaise-là, parce qu'il y a la sécurité. Si vous aviez peur qu'un clou vous aurait piqué, vous asseyez là, vous ne serez pas assis là. Voilà la sécurité. La sécurité. Le petit bébé qui vient de naître, poussez-le un peu, il se met à trembler. Il ne se sent plus en sécurité. Vous ne pouvez pas vous développer, ni développer un secteur si vous n'avez pas misé sur la sécurité. Et le transport aérien africain souffre d'un problème de sécurité. Oui. Ils ont mis, beaucoup d'entre eux ont mis l'argent en avant. Si j'ai l'argent, j'achète des avions, il y a des passagers. Est-ce qu'ils vont arriver? Ils ne sont pas arrivés. Alors, qu'est-ce qui... Il y a le problème de sécurité. Est-ce que c'est les moyens qui font défaut, ou alors les procédés ou les procédures ici en Afrique, en partant même du Cameroun et de tous ces pays, hein, parce qu'on a vu là, il y a des avions, des images qui défilent. On veut prendre un peu l'Afrique d'une manière générale. Oui. Qu'est-ce qui fait problème? Les moyens, je vais invoquer un terme trivial, mais je pense approprié. Oui. Les mentalités. Ah, c'est une question de mentalité. De mentalité. Pas de moyens. Je prendrai toujours le cas de la Cameroun Airlines. En aviation, ce que nous appelons l'accidentologie, n'est-ce pas, en aviation, c'est le rapport entre le nombre d'heures de vol et le nombre d'accidents. À tel nombre d'heures de vol, si vous n'avez pas, c'est là qu'on voit si, c'est à partir de ça que l'on voit si vous êtes sûr ou pas. La Camer avait un niveau d'accident très bas en accidentologie. Et l'aviation en accidentologie est le moyen de transport le plus sûr. Il fait moins d'accidents. Parce qu'on a mis là-bas des procédures pointues de maintenance et donc de sécurité. De comportement. La sécurité, c'est toute une chaîne. Ça va du comportement de chacun, ça va dans l'avion du passager lui-même, ça va de ce qu'il met dans les soutes, ça va, tout ça, c'est la sécurité. Donc il y a des procédures. Il y a des procédures qui sont prévues pour prendre l'avion, pour utiliser l'avion. Elles sont fermes, elles sont claires. Alors, ne pas les mettre en pratique, eh bien, ce n'est pas une question de moyens, mais de mentalité. Mais quand je parle de moyens, je parle un peu, nous voyons là les images, je parle des aéronefs, des aéroports, des aérodromes, et tout le processus qui concourt donc à cette sécurité. Parce qu'il y a les mentalités, mais il y a aussi les infrastructures. On va toujours tourner sur les mentalités. Ouais. Même ces infrastructures, quand elles sont défaillantes, hein, il y a les moyens de faire de bonnes infrastructures. Je ne vais pas citer une structure qui a tout pour faire des aéroports, de grands aéroports. Ce pays-là a tout pour faire de très beaux aéroports, de très grands aéroports. Je ne cite pas, c'est tout, j'ai choisi de ne pas les citer. Ok, c'est bon. Ce pays a tout pour faire des aéroports performants. Ce pays a tout pour ça. Ce pays est convoité. C'est-à-dire que si même lui, ce pays n'a pas d'argent, ce pays a moyen de dire à des partenaires, prenez mes aéroports, exploitez-les, investissez. Ah, dans ce domaine, c'est possible. C'est possible. Puisque les aéroports, eux au moins, c'est pas comme le transport, pour on dit, rapportent de l'argent. Oui. On fait des bénéfices avec les infrastructures aéroportuaires. Oui, oui, ça fait de l'argent. Donc il y a moyen. Vous comprenez? Oui. Donc c'est pour dire que si ce n'est pas fait, j'attribue ça dans mon vocabulaire aux mentalités. Je n'attribuerai pas ça du tout aux moyens, au manque de moyens. Non, je dis non, c'est faux. C'est faux. Donc, il y a les moyens, mais c'est toujours la question des mentalités. Oui, dans mes termes à moi. Dites-moi un peu, quand vous regardez le ciel africain, dans mon introduction tout à l'heure, vous avez suivi, hein, vous partez du Nigeria, vous partez du Sénégal, pour arriver au Cameroun.
c'est comme si on évite toujours une ligne directe, on est obligé de faire des contours, ainsi de suite. Pourquoi sous le ciel africain c'est fait comme ça? Ben, vous me posez la question, les études, déjà je vais vous dire, les échanges, la part du commerce africain, il y a les échanges mondiaux, d'après des chiffres pas très éloignés, je parle de l'époque pas très éloignée, sont de l'ordre de 4%. 4%. Je ne suis pas sûr que cela ait évolué. Et le transport aérien commercial, qui est un enfant de l'économie, africain, lui aussi, représente 4%. C'est très petit. Ça vous montre déjà, à partir de là, vous pouvez vous dire qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de liaison. Le transport aérien, maintenant, c'est un produit onéreux. Il n'est pas gratuit. Il est cher. L'Afrique n'est pas riche. Ah, l'Afrique n'est pas riche. L'Africain, en tout cas, n'est pas riche. Vous avez dit qu'il n'y a pas de problème de moyens. C'est comme si vous êtes en train de vous contredire. Pas du tout. Pas du tout. Si votre pays produit 1000 milliards de francs, votre pays a des moyens. Maintenant, s'il se passe que dans votre pays, il se passe pour voler 900 milliards, vous serez pauvre dans ce pays. Mais ce pays n'est pas pauvre. C'est la mentalité. D'accord? Ouais. Voilà ce que j'entends par là. Ce pays, lui, n'est pas pauvre. Mais M. Toundi, dans ce pays, lui, sera pauvre. Alors que son pays, lui, n'est pas pauvre. Ça, c'est là encore, j'attribue ça aux mentalités. Comment il va faire pour voler tranquillement, je dis n'importe quoi, 900 milliards. Comment il va faire? Mais pourtant, cela se fait. Donc, ce pays n'est pas pauvre. Mais M. Toundi, par exemple, je prends un exemple, hein, dans ce pays, c'est un exemple. Lui, il sera pauvre. M. Yango, dans ce pays, il sera pauvre. Et ça, c'est lié à quoi? Pas aux moyens. Il y en a. Mais j'attribue ça aux mentalités. Donc, l'Afrique, on le sait, est un pays doté de richesses. Mais l'Africain, lui, n'est pas riche. Et si vous voyagez par avion, eh bien, cela représente pour lui une fortune. C'est une fortune pour lui. Maintenant, quand vous mettez ce que l'avion, l'avion en lui-même, il est onéreux, il vient d'ailleurs. Les pièces détachées viennent d'ailleurs. Les formations coûtent tel montant. Vous mettez toute la chaîne d'exploitation d'un avion. Vous comprenez? Tout ça étant importé en totalité par l'Afrique et l'Africain. Ce qui fait que le billet d'avion chez l'Africain sera très élevé. Ah, le prix du billet d'avion. Forcément. Ce qui ne sera pas le cas du prix du billet d'avion dans les pays industrialisés qui, eux, fabriquent leurs avions. Fabriquent leurs pièces détachées. Vous comprenez? Je parlais là des distances qui sont hautes, mais oui, vous arrivez au prix. Oui. Oh, oui. Et maintenant, vous me dites donc pourquoi est-ce qu'il faut faire des connexions? Les gens ne voyagent pas. Les gens ils n'ont pas d'argent pour voyager. Et les échanges intra-africains, partout, tous les modes de transport sont très bas, sont très petits. Vous prenez seulement la petite sous-région Afrique centrale, qui est éminemment fluviale, même maritime. Faites le compte des échanges fluviaux et maritimes entre nous ici. Intra-communautaires. Oui. Ces échanges sont très bas. Très, très, très bas. Faites les échanges entre nous du Cameroun ici. L'oignon qui vient du Nord Cameroun pour Douala, combien de temps il va faire en route? L'arachide qui va quitter, je ne sais pas où, pour les centres où l'achat se vend, ça fait combien de temps en route et combien ça va se vendre? Ce sera cher. Alors imaginez, montez maintenant vers le produit avion, qui est très cher. Et vous comprendrez que ce n'est pas là-bas que vous aurez facilement des... Mais pourtant, vous dites aussi que ça rapporte. C'est vous qui le dites. Qu'est-ce qui rapporte? Que c'est une économie qui a... C'est un marché, c'est un grand marché qui rapporte le transport aérien. Oui. Le transport aérien, en lui-même, tout à l'heure, je parle de l'assistance. Le transport, c'est une industrie. Hein. Oui. Maintenant, dans chaque pays, vous avez peut-être 4 gros acteurs. La sécurité aérienne, l'assistance, donc les aéroports. Vous avez l'autorité aéronautique, généralement, qui est aussi, oui, plus ou moins le transporteur en lui-même, celui qui utilise, qui exploite l'aéronef. Tout à fait.
Donc le secteur est porteur pour certains pays. Le secteur est porteur. Oui, pour certains pays, il est porteur, mais le transport... Pour certains pays. Oui, bien sûr. Le transport, je vais vous le dire. Oui. Le transport aérien requiert une certaine dimension économique, démographique. Un pays de 30 000 km², de 100 000 km², avec peut-être 10 millions d'habitants, va difficilement rentabiliser, n'est-ce pas, une compagnie aérienne. Oui. Je l'ai dit sur plusieurs plateaux. En Afrique, on a peut-être trois grands pays, de par leur dimension géographique, deux de par leur niveau économique. Il y a un qui est très très vaste, mais son peuple est très pauvre, alors que le pays est immensément doté de gens riches. Donc il y a deux pays. De la République démocratique du Congo. Par exemple. Le reportage tout à l'heure venait de là. Par exemple, vous avez un pays là de 2 400 000 km². Oui. Avec des vols internes qui peuvent faire 4 heures en 737 à l'intérieur du Congo. Oui. Et vous avez une population d'environ 70 millions d'habitants, je crois. C'est suffisant pour faire du transport. Donc ça devrait être un gros marché. Bien sûr. Formidable. Mais, regardez. Vous avez vu. Puis vous avez peut-être le Nigeria, avec quand même 900 millions de km², près de 200 millions d'habitants. Puis vous avez la République sud-africaine, avec 1 145 000 km², 45 à 50 millions d'habitants. C'est possible. Mais, et je l'ai dit toujours, il y a des pays chanceux. Ils n'ont pas besoin d'avoir tout ça pour pouvoir faire marcher des compagnies. Il y a le Cameroun. Cet état du Cameroun avec 475 000 km², environ 20 millions, 25 millions, je ne sais pas, les chiffres fluctuent chaque jour, est assez petit, mais pourtant il a une position géographique, stratégique, qui lui permet de se faire une place dans le commerce du transport aérien. La position quand on est au carrefour, par en bas ou sur terre, c'est aussi comme ça qu'on est au carrefour au ciel. Parce qu'un État, ça va du sous-sol jusqu'au ciel. Vous n'imaginez pas le nombre d'avions qui passent au-dessus du Cameroun. Du Cameroun. Oui. De par sa position de carrefour. Et cela peut être rentable au Cameroun. Puisque si vous voyez les chiffres de ASECNA, Cameroun, quand vous passez là-bas, vous payez. C'est droit de survol. Vous passez, vous payez. Vous pouvez mener une enquête. Vous allez comparer. Faire une comparaison entre le nombre de compagnies qui atterrissent au Cameroun, que vous voyez au sol, et le nombre qui passent dans l'air. Il n'y a pas de comparaison. Donc il y a le Cameroun qui peut faire marcher une compagnie aérienne. Et qui l'a fait. Donc on n'est pas dans les rêves, vous comprenez? Vous utilisez un thème simple. Qui l'a fait? Ça s'est vu. Bien. Qui l'a fait, ça s'est vu. On a balayé déjà un peu cette configuration du transport aérien. On a vu passer ce qu'on cherche, c'est des solutions. Oui. Qui l'a fait, ça s'est vu. Là, vous êtes en train de vouloir nous amener comme ça dans l'histoire. Je vous suis. Qui l'a fait, ça s'est vu. Oui. Et ça s'est vu comment? Parce que les jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent, ne connaissent pas. D'accord. Vous êtes là pour dire. La Camer, des gens aiment beaucoup à dire qu'elle a été créée sur un coup de tête. Je dirais oui, je dirais non. Si, comme elle a été créée sur un coup de colère, la décision de Madoye de sortir de Air Afrique, hein? Ouais. Ce n'était pas une décision prise à la légère comme ça. Avait déjà c'était pas une décision prise à la légère. Madoye avait déjà vu le poids du Cameroun dans Air Afrique. Vous comprenez? Oui. Et s'est dit capable de vivre seul. Et c'est parce que ce poids n'a pas voulu être respecté par Air Afrique qu'il est sorti. Donc il connaissait déjà son poids économique, oui, son envergure. Puisque l'Afrique avait fait des études.
Si la caméra était que sur un coup de tête, elle a fini par être sur un coup de tête. Pour les enfants qui nous suivent, hein, voilà. Ils peuvent déjà savoir que la caméra est une émanation d'une décision du feu président Amadou Ahidjo à partir de Air Afrique. Qui existe. Oui. Et puis, Amadou Ahidjo, le président, estime que dans les répartitions des postes, le poids commercial, économique du Cameroun n'a pas été pris en compte. Cela lui déplaît et décide, ayant vu ce poids, connaissant ce poids, de créer une compagnie autonome camerounaise. Ouais. Ça ne plaira pas à beaucoup de partenaires africains et occidentaux. Mais il va le faire. Il crée Camer par une loi du 16 juin 1971. Camer est créé en juin 1971. Nous sommes là avant 72, année de la réunification. 71. Alors, d'après les historiens, les aînés, il se passe un problème. Il a créé la compagnie, il n'a pas de personnel. Il faut les former. Comment va-t-il faire? Le PDG d'Air Afrique se fâche de cet acte posé par le Cameroun et met à la porte les Camerounais d'Air Afrique. Croyant leur faire du mal, il a fait du bien. C'était du pain béni pour Ahidjo, qui enfin a trouvé les gens avec qui il va démarrer. La ressource humaine. C'est comme ça que Camer commence son exploitation le 1er novembre 1971. Voilà. En comparaison, la Camerco a été créée le 11 septembre 2000 combien 2006 peut-être. Vous parlez de la Camerco. Camerco, il va commencer son exploitation en 2011. Plusieurs années après, on crée une autre compagnie aérienne qui, elle, est créée en 2006. Voilà. Oui. Donc, on lance, voilà comment Camer commence. Ouais. Et les chiffres sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Le cadre juridique, vous avez entendu le chef de l'État qui a parlé en décembre du protectionnisme qui va aller grandissant, tout protectionnisme, ouais. C'était dans son discours. Ce n'est pas une nouveauté. Ça a toujours eu cours, le protectionnisme. Ah, donc le président Ahidjo avait aussi fait... Lui n'avait pas fait président du protectionnisme. Ouais. Il avait fait ce qu'on appelle généralement en commerce de la protection. Ouais. Ce qui est de rigueur. Il n'avait rien inventé. Il ne s'était pas mis en marge des règles du commerce mondial. Ouais. Pas du tout. Il avait fait de la protection, qui est de rigueur. Si vous ne le faites pas dans votre État, vous tuez votre État. Tout à fait. Voilà. Donc, vu que son pays était convoité, vu que son pays était un bon produit du transport aérien, bien, la caméra a été protégée comme le sont tous les compagnies aériennes du monde entier, et elle s'est envolée. Elle s'est envolée. Elle a même dégagé des chiffres. À un moment donné, je ne vais pas vous donner des chiffres que je ne maîtrise pas ici, mais je vais vous donner quelques éléments. Donnez-nous ces éléments. Nous sommes dans la trame de l'histoire. Je vais vous donner quelques éléments. Lorsqu'une compagnie aérienne africaine achète ses avions, acquiert ses avions avec ses fonds propres, forme son personnel, notamment ses pilotes. Je vais dire qu'un pilote, c'est entre 100 et 110 millions. La formation d'un pilote. Forme ses pilotes, achète ses billets d'avion, ses pièces d'avion, tout. Fait face à toutes ces charges sans subvention. Vous comprenez? Alors on peut dire que elle se portait très bien. Et la caméra avait atteint ce niveau. Il y a même un DG de la caméra qui, au moment de son départ, avait laissé, tenez-vous bien, 3 milliards et des poussières de francs dans les comptes de la caméra en partant. Avec une flotte adaptée à son réseau et un avion neuf en commande. Un avion neuf en commande? Oui.
C'est vous dire, quand vous voyez une compagnie qui a atteint ce niveau, c'est qu'elle se porte bien. Donc la caméra avait atteint ce niveau. Mais là, on parle de 71, on dépasse 72, 73, jusqu'en 80, ça se porte toujours bien. Parce qu'il y a certains éléments que nous irons certainement chercher. Allez-y, vous êtes sur la liste. Oui. Je ne doute pas de votre capacité à entrer là où il faut pour avoir les informations. Oui. La caméra a été accompagnée par son État. Il y avait une mission de service public, avec ce que cela implique, mission de service public. C'est-à-dire que la caméra avait le devoir de desservir le Cameroun. Le Cameroun par avion. Et à desservir le Cameroun. Bien sûr. Alors quand vous avez des dessertes internes, je vais vous dire quelque chose, même dans les pays développés, les dessertes internes sont soumises à des petits arrangements avec l'État. Ouais. Comme des subventions, comme des... Je ne sais pas jusqu'où la caméra était allée dans ces subventions, mais je sais que pendant des années, la caméra n'avait pas reçu de subventions. Et il faisait des dessertes intérieures qui étaient déficitaires. Les dessertes intérieures sont déficitaires, généralement. Selon le type d'avion, et chez nous ici, allez à l'aéroport. Ouais. Allez regarder combien de gens vont en Gaoundéré, Garoua, Oumara ou Yaoundé. Dans un 737. Prenez le coût d'exploitation d'un 737. Un 737 qui va à Garoua. C'est que ça coûte en carburant, en toute leur en charge. Allez-y. Vous pouvez le faire. C'est arithmétique. C'est du 1 plus 1, plus ceci, moins cela, et vous avez un résultat. En comptant jusqu'à l'amortissement de cet appareil, vous verrez. Mais pourtant, normalement, il est courant que l'État, qui est propriétaire de cet outil, devant cela, prenne des engagements et assume ses responsabilités. Donc, subvention. En fait, on appelle ça subvention, mais en fait, l'État comble le déficit que lui, l'État a créé. Je vous dis que, monsieur Etoundi, je vous ai confié ma société de transport, mais je veux que vous allez dans mon village régulièrement. Vous me direz, il n'y a pas assez de passagers là-bas. Je veux que mes camions, mes corps de transport arrivent chez moi. Allez-y, si vous avez 5 passagers, allez. Hein? Ce que ça vous crée comme déficit, vous me dites, je paye. Et si le malheur ne vient pas de ce côté-là, du transport aérien au Cameroun, avec cette compagnie-là? C'est-à-dire qu'avec cette dimension déficitaire-là, on a plongé progressivement. Tous les pays, toutes les compagnies au monde entier, toutes les compagnies du monde entier passent par là. Vivent de ça. C'est ce qui m'étonne avec l'Afrique noire et qui s'appelle francophone. Je ne sais pas trop à quoi ça renvoie de plus en plus là. Francophone, anglophone. Sur le plan culturel, civilisationnel, je ne sais pas trop à quoi ça renvoie. Mais ce qui m'étonne avec l'Afrique noire et francophone généralement, c'est que ces discours que ces occidentaux racontent, pas de subvention à ceci, pas de subvention à cela, ça marche, on y croit ici. Ça marche pas là-bas. Si vous suivez bien, on parle de transport aérien, vous allez suivre comment les fabricants d'avions sont subventionnés par leurs États. Les gros. Ça fait du bruit. Il n'y a pas longtemps, M. Obama avait dépensé combien de milliards de dollars pour sauver une ville? En 2001, après les attentats de 11 septembre, combien de milliards on a sorti pour partager au privé des hôtels et tout ça qui se plaignait de ce que les gens ont peur de venir dans le voilà maintenant leurs hôtels qui sont vides? On a subventionné. Et la caméra a réussi, je vous le dis, à vivre pendant des années sans ces subventions-là, en ayant pourtant un réseau déficitaire. C'est ce qu'on appelle généralement déficit structurel. Vous n'y pouvez rien, c'est la structure qui est comme ça. La structure tarifaire, le type d'avion qu'on va utiliser, et ainsi de suite, c'est un déficit dit structurel. Mais la caméra a réussi à s'équilibrer malgré ce réseau déficitaire. Parce que les autres réseaux lui permettaient, n'est-ce pas, peut-être de combler. Ah oui, de combler ce vide. Et à cause, cela grâce
au cadre institutionnel qui permettait de protéger le marché. Alors, oui, la protection dont vous avez fait mention tout à l'heure. Ouais. Aujourd'hui, vous avez au Cameroun, je dis bien, c'est le seul pays au monde. Il n'y en a pas deux, au moment où je parle. Je l'ai dit chaque fois, comme pour provoquer un peu. Parce que chaque fois que je passe... On connaît que les syndicalistes, ils savent provoquer. Non, non, on ne provoque pas. On ne provoque pas. On dit la vérité, on ne provoque pas. Ouais, allez-y. C'est parce que vous savez que chaque fois que nous passons, quand je passe, il y a des gens qui vont, comme on dit au quartier, parler par derrière. Ah. Alors que moi, je parle en public, quand la télévision est en public, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc, si quelqu'un pense que ce que je dis n'est pas vrai, qu'il vienne en public, contester. Là où moi, je dis, le Cameroun est aujourd'hui le seul pays au monde où chaque compagnie étrangère vient comme elle veut. Ça ne se fait nulle part dans le monde entier. Vous ne pouvez pas, avec ça, évoluer dans votre secteur d'activité. Vous ne pouvez pas. C'est le protectionnisme. Ça détruit la protection, l'efficacité, autres. On vient de lancer zone de libre-échange. Oui. Il y a des pays qui n'ont pas signé. Qui n'ont pas signé. Puisque c'est du gagnant-gagnant. Comment voulez-vous vous enrichir chez moi et moi je ne m'enrichis pas chez vous? Ouais. C'est du gagnant-gagnant. Le Nigeria a dit que lui va consulter d'abord ses syndicats, ses hommes d'affaires, bref, tous les groupes, tous les acteurs, n'est-ce pas, de la chose économique pour voir l'opportunité de la pose à signature. L'Afrique du Sud, pareil. Donc, c'est pareil en transport aérien. Je ne vais pas vous citer ici les principes qui régissent ce secteur d'activité. Mais sachez que... Pourquoi ne pas les citer? Quelques-uns des principes, un ou deux principes. Ils sont 6. Alors, de mémoire, je vais commencer. Souveraineté, égalité, réciprocité, dualité, réglementation, autorisation. Alors, souveraineté dans l'espace ou... Alors, ici, merci pour cette question. En fait, rien que le mot souveraineté suffit. Dès qu'on a dit souveraineté, on n'a même plus besoin des autres principes. Et si vous voyez comment j'avais un professeur, un formateur qui aimait beaucoup nous parler de l'agencement de ces principes. Le premier mot, c'est souveraineté. Le dernier mot, c'est autorisation. C'est en toute souveraineté que je vous ai autorisé. Et partant de là, en toute souveraineté, tu peux mettre fin à l'autorisation. Oui. C'est vrai. Je me souviens toujours, j'aime bien répéter ce mot d'un des rois, d'un des Césars avant Jésus-Christ, qui se plaignait de ce que les commerçants perses venaient vendre leurs beaux tissus, leurs beaux tapis à Rome. Et l'argent de Rome allait chez les Perses. Et eux n'allaient rien vendre là-bas. On est avant Jésus-Christ. Oui. On est avant Jésus-Christ. J'aime bien citer ce mot de Christine Lagarde. Madame Lagarde, quand elle est ministre de l'économie en France, qui a dit, je l'ai vu à la télévision, il n'est pas normal qu'une activité qui a lieu chez nous génère des richesses ailleurs. On vous voit venir. Je suis déjà là. Allez-y. Alors, comment pouvez-vous vous développer lorsque vous laissez des compagnies étrangères qui ne vous versent rien venir chez vous en désordre? Et comment pouvez-vous être pauvre, vous, la compagnie nationale, alors que si les gens viennent chez vous, ça veut dire qu'il y a du marché? Ah, oui. Donc, il y a le cadre institutionnel qui est à refaire. Et je dis bien que le Cameroun est le seul pays au monde à vivre ça. Arrêtons-nous un peu. Oui. C'est le pays au monde à vivre ça. Essayons de comprendre pourquoi cela se fait. Ah bon,
C'est la souveraineté qui n'est pas et il y a qui n'est pas devenu, qui n'est pas et chacun se donne une autorisation. Oui. La souveraineté n'est plus un culte. Je cherche mon plus tard, il n'est pas venu ce mot-là. La souveraineté n'est plus de rigueur. Elle n'est pas observée. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Je parle encore des mentalités. Des mentalités. Puisque tous les pays du monde le font. Je vais vous dire. Allez-y. Aujourd'hui, on n'est même plus au niveau de ces principes-là. Suivez-moi bien. Laissez-moi évoluer. Allez-y. On n'est plus au niveau... C'est-à-dire que si vous allez maintenant dans un... comment je peux dire ça? Dans un colloque, dans un séminaire, je dis n'importe quoi, dans quelque chose comme ça, et que vous rappeliez, vous évoquez ces principes que je viens d'évoquer là. Hein? Ouais. Vous savez ce que les membres là vont faire, les participants vont faire? Ils vont se regarder entre eux. Ils vont faire. Pourquoi? Parce que ça va de soi, on n'en parle plus. Comme on dit en français, ça va sans dire. On n'est plus à ce niveau-là. On a dépassé ça. Et ils sont encore là. Aujourd'hui, on est dans le commerce équitable. Je n'achète vos chemises carrelées et belles là que si vous achetez mes chaussures. Si vous n'achetez pas les chaussures que moi je fabrique, je n'achète pas vos chemises. Ouais. Gagnant, gagnant. Vous n'avez pas gagné sur moi, comme on dirait au quartier, et moi je ne gagne pas sur vous. On n'est plus à ce niveau-là. Pourtant, dans la pratique et la réalité, vous voulez nous démontrer qu'on est à ce niveau quelque part. Bien sûr. On est encore en arrière. On est plus... Si je viens de vous le dire, je ne sais pas comment quel discours qu'il faut tenir. Si vous allez quelque part, là où on parle de commerce mondiaux, et que vous parliez, et que vous évoquez ces principes, je vous assure que vous êtes un fossile. Vous êtes vous êtes l'homme de Cro-Magnon. On n'est plus là. Ça va sans dire, ça ne suit pas de ça. On est maintenant au niveau où vous achetez mon produit et j'achète le vôtre. Si je n'ai pas, si vous n'achetez pas mon produit et que j'ai besoin du vôtre, on est le produit également, on négocie pour que je gagne dans les achats que je fais chez vous. Puisque vous vous enrichissez. Ces compagnies aériennes viennent au Cameroun, s'enrichissent sur le marché camerounais. Avec l'argent gagné au Cameroun, vont former leur personnel. Vont redimensionner avantageusement leurs entreprises de transport aérien. Ouais. Le Cameroun ne gagne rien. Est-ce normal? Ce n'est pas normal. Mais c'est pourtant la réalité. Il n'y a pas longtemps, on a cherché des gens pour certaines activités dans Camerco. On a pensé à chercher des Éthiopiens. Les Éthiopiens? Oui. La presse en avait parlé. Des Éthiopiens? Oui. Ben, alors, quand vous voyez que ces Éthiopiens viennent peut-être 7 fois là par semaine, ou parfois Yaoundé et Douala, c'est eux qui font la plus grosse, la compagnie africaine qui fait le plus gros des transports sur l'Europe à partir du Cameroun. Ces Éthiopiens sont formés grâce à l'argent gagné au Cameroun. Et aujourd'hui, quand il faut des postes pour les Camerounais, il n'y en a pas parce que peut-être la formation fait défaut. Vous allez chercher qui? Les Éthiopiens qui sont enrichis chez vous. Attendez, monsieur le journaliste. C'est quand même dérangeant. Bah écoutez. D'accord? Donc voilà aujourd'hui où on en est. Il faudrait reviser tout ça. J'avais pensé que l'ancien ministre des Transports qui vient de partir, je n'ai pas beaucoup compté sur son prédécesseur. J'avais un peu vite vu de qui il s'agissait. J'avais pensé que l'échange avec lui lui aurait permis de faire ce travail de fond. Il ne l'a pas fait. C'est dommage. Il n'a pas facilité la tâche de son dirigeant. Vous lui avez proposé... Ça va de soi. Là, je viens... Le syndicat d'ailleurs a adressé les félicitations au nouveau. Il lui proposait
n'est-ce pas, son expertise. Le nouveau nommé, le nouveau ministre des Transports. Ah, ok. Et dans la lettre, le syndicat lui a annoncé sa disponibilité, sa disposition à l'aider à refaire le cadre qui est fondamental dans la situation gênante de nos compagnies aériennes. Replongeons un peu dans l'histoire. Oui, Camer, ça marchait bien, tout allait bien avec les bonnes mesures prises par le président Amadou Ahidjo. Ça coince, ça commence à aller mal. Avec quoi exactement? Ou quand exactement? Bon, merci, c'est une bonne question. Bon, je vous le dis donc que le cadre juridique, généralement le cadre institutionnel, les termes, les lois, les machins, les règlements, était adapté, c'était approprié. En fait, il était calqué sur le modèle international. Ouais. Dans le respect de ce que je viens de vous citer comme tout à fait. Les principes. Les 6 principes. Puis vient une loi, la loi 98/23. Voilà une loi qui vient semer le désordre. Cette loi dit quoi en substance? Cette loi donne à la... Donc il est créé, déjà, il faut déjà savoir que à l'époque, la direction d'aviation civile fait partie intégrante du ministère des Transports. Je ne sais pas d'où ça vient. On me dit que c'était un truc de la CEMAC. C'était une décision de la CEMAC, une résolution de la CEMAC, de doter cette partie, cette structure, n'est-ce pas, d'une personnalité juridique. Ouais. Donc il faut créer une structure à part, chargée de... qui va s'appeler Autorité aéronautique. Au Cameroun, ça s'est appelé Cameroun Civil Aviation Authority. Autorité aéronautique de l'aviation civile au Cameroun. En anglais, ce nom, c'est plus connu sous le nom de CCAA. Cette structure est donc créée. En fait, c'est elle qui, en réalité, c'est elle qui est gérée, qui est censée s'occuper de la sécurité. Elle s'occupe de la sécurité. En son sens le plus propre, c'est-à-dire que même les pilotes là font partie de la sécurité. Les maintenanciers, c'est la sécurité. Les formations réglementaires, c'est la sécurité. Ils ont un droit de regard sur les aéroports. La CCA. Donc, ils sont chargés d'un certain nombre de choses. Opérations aériennes, opérations au sol, maintenance, qualité, formation réglementaire. Voilà généralement ce dont est chargée cette structure. Mais on lui accorde le pouvoir de régler les fréquences de compagnies étrangères. Les fréquences. Oui. Je ne sais pas si je peux faire une analogie avec un transport terrestre, je ne sais pas. Imaginons peut-être que le sud et le littoral soient des États différents, hein? Oui. Et puis il y a quelqu'un qui est chargé de s'assurer que les voitures sont en bon état. Puis il y a quelqu'un là-bas au sud qui a beaucoup de milliards et qui a beaucoup de transport de voitures. Il vient ici, prend les passagers. On lui dit non, c'est pas comme ça. Il faut quand même que ceux aussi gagnent de l'argent. De l'argent, oui. Pendant qu'ils veulent s'entendre entre eux, parce qu'ils savent que c'est vrai, il y a une espèce de régulateur du transport terrestre là-bas. C'est lui qui est chargé de décider si tu viens 10 fois ou 40 fois. En quoi cela impacte-t-il sur son activité? En rien, mais c'est lui qui décide. C'est ça que cette loi a fait. Elle a donné à la CCAA un pouvoir qui n'avait aucun rapport avec les missions propres de la CCAA. Et la CCAA s'est mise à autoriser en désordre la desserte du ciel camerounais. C'était la fin du principe fondamental de protection. De protection, oui. C'était le début du bafouement des principes de régissant le transport aérien. Au rang desquels se trouve en premier lieu la souveraineté. Alors, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 98. Oui. Alors cette loi a été
dénoncer, rappeler tout, rien n'a fait. On a tout fait pour montrer le caractère mortel pour la Camer de cette loi. Ça n'a pas bougé. Cette loi va faire entrer la Camer dans une zone de turbulence économique très profonde. À elle seule. Maintenant, puisque vous me poussez... Je ne vous pousse pas, c'est l'histoire. Puisque vous me poussez, je vais vous raconter l'histoire d'un directeur général de la Camer. C'est l'histoire. Il est encore vivant. Je parle de la Camer, hein, pas de Camerco. Ouais. Ce directeur général apprend par ses amis la lutte que je mène pour la révision de cette loi. De cette loi. Voilà. Que vous trouvez qu'elle a détruit la souveraineté. Alors, il me raconte une histoire. C'était une compagnie étrangère européenne qui voulait une fréquence supplémentaire. Il lui est directeur général. Et à l'époque, c'est la Camer, c'est-à-dire que ça s'est passé entre homologues. Si vous voulez augmenter vos fréquences ou quoi que ce soit, modifié, n'est-ce pas? C'est les homologues qui s'asseyent. C'est la Camer qui voyait Air France et négocier entre eux et informait le ministère. C'est la Camer et Suicière qui discutaient et informaient le ministère. Maintenant, c'était plus ça. On se foutait de la Camer. Il faut fiche la paix, on n'a pas voir un chapitre. Je viens chez toi comme je veux, c'est pas avec toi que je négocie. Cette compagnie aérienne donc demande une fréquence supplémentaire. La Camer dit non et cette compagnie va voir le ministre des Transports de l'époque. Ce directeur me raconte donc au moment d'entrer en salle, on lui a glissé une lettre dans son habit. Je ne vous dis pas quel type d'habit il portait, vous devineriez facilement. Je peux vous laisser deviner. Oui. Alors, il dit qu'il a prétexté un pipi, il est allé aux toilettes, il a lu la lettre. Il a dit Dieu merci. Ils sont entrés en salle. Alors, le ministre est là, qui présidait la réunion, puis ils sont assis face à face avec la compagnie étrangère. Mais le ping-pong, ce n'était pas entre la compagnie étrangère et la Camer, c'était entre le ministre et la Camer. Et le DG, le directeur général de l'époque, dit donc que j'ai sorti ma lettre que j'ai devue. J'ai lu cette lettre, il était écrit quoi? Il était écrit, la compagnie aérienne étrangère avait écrit au ministre des Transports camerounais qu'en cas de succès, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'au cas où ils ont la fréquence, il lui sera versé 300 millions de francs CFA dans un compte. Et la lettre a été lue? Il a lu la lettre. Au cours de ces réunions? Au cours de ces réunions. On est vers la fin de ce programme, mais on reste dans les traces de cette histoire. Acte 1, parce qu'on va continuer. Et le ministre s'est levé, il est sorti de la salle. Pourquoi ça trahissait? Écoutez, si vous nous accordez cette fréquence, vous avez 300 millions. Non. Ah, qu'on devait verser au ministre. Bien sûr. Merci Eyango, président Eyango John, président du syndicat des employés du transport aérien au Cameroun. Vous avez compris que l'histoire, on la remonte, celle qui est vraie, elle permet de libérer les consciences, elle permet de libérer les énergies, elle permet le développement. Merci d'être venu pour cet acte 1 du transport aérien en Afrique avec ce cas du Cameroun qu'on va encore aborder au cours de la prochaine édition. Merci d'être venu. Merci, monsieur le journaliste. On a atteint un niveau où c'est vous, les journalistes, qui faites le travail qu'auraient dû faire certaines forces vives de ce pays. Je tiens toujours à le dire chaque fois que je passe sur un plateau de télévision. Finalement, au Cameroun aujourd'hui, c'est vous. Et si aujourd'hui ce pays change, il faudra que l'histoire retienne que ce sera grâce aux journalistes. Merci en tout cas. Le travail est républicain, il est citoyen. C'est un combat de liberté. On a bien compris que le glissement de la Camer a commencé avec cette perte de souveraineté. On va revenir au cours de la prochaine édition
pour réécrire cette histoire et envisager des solutions, puisque aujourd'hui, ça évolue. La Camerco est là, mais il faut des solutions. Et vous avez dit tout à l'heure que vous avez saisi le nouveau ministre pour proposer des solutions. Une fois de plus, merci d'être venu. Vous allez venir pour la prochaine fois, l'acte 2. Quand vous m'invitez, je viens. Merci bien. Madame, monsieur, c'est terminé pour l'édition de ce jour avec une trajectoire sur le secteur des transports aériens en Afrique et notamment au Cameroun. À 19h, le journal en Foufoulde, à 19h15, c'est en Pidgin. À 20h, le journal en anglais, à 21h en français. Madame, monsieur, nous écrivons l'histoire. C'est ça notre responsabilité, les citoyennes et les républicaines. Bonsoir.